Une légère baisse des ventes de détail en octobre, une inflation qui reflue, des créations d'emplois qui s'essoufflent et qui fléchissent. Est-ce qu'on n'assiste pas à un scénario relativement idéal pour la Réserve fédérale américaine? Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. On peut dire que les dernières statistiques outre-Atlantique vont dans le sens et font les affaires de la Fed? Clairement, en tout cas les dernières, hein, vous l'avez dit, on a une baisse de l'inflation, on passe quand même en octobre par rapport à septembre de 3,7 à 3,2%. Alors on n'est pas encore à l'objectif de 2%, mais ça va dans ce sens. On a des baisses des prix à l'importation qui sont négatives, moins 0,8%, ça a été publié hier. Des prix à la production aussi qui baissent en territoire négatif à moins 0,5%. Donc ça c'est du côté des prix, hein, globalement. Et puis de l'autre côté, eh bien on voit qu'il y a une décélération des ventes au détail. Je vous rappelle quand même que au début de cette année, la Fed avait dit qu'il fallait absolument que les demandes baissent pour faire baisser l'inflation. Et finalement, cerise sur le gâteau, alors évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Américains d'une certaine manière, mais pour la Fed, oui, en tout cas sur le court terme. On a eu une très forte baisse en octobre des créations d'emplois. Je rappelle quand même qu'on est passé de près de 300 000 à 150 000 et on a un taux de chômage qui est remonté à 3,9%. Là, c'est toujours un taux de chômage qui est bas, mais on est au plus haut depuis 2022, pardon. Donc, pour résumer, on a ce que j'appelle le trio idéal pour la Fed. On a une baisse de l'inflation, baisse des créations d'emplois, baisse des ventes au détail. Et donc, c'est ce que voulait la Fed fondamentalement. Et c'est ce qui arrange aussi bien, c'est ce qui fait également l'affaire des marchés financiers. On le voit bien que le rebond actuel, notamment aujourd'hui sur le CAC 40, on est au-delà des 7200 points. Tout à fait. Alors, parce qu'on a vu que ces anticipations, tu sais, il y a une chose qui est très importante de noter ici, David, c'est que début octobre, le consensus pariait sur une baisse de taux à la fin de cette année. Après, il a dû remonter ses estimations en octobre, ce qui avait fait ce choc ou cette baisse qu'on avait eue sur les marchés en octobre. Et là, à nouveau, on est dans une situation où on parie de plus en plus sur des baisses de taux l'année prochaine. Donc, qu'est-ce qui se passe directement? Et c'est assez logique. On a les rendements des bons du Trésor américain, les rendements des trésoristes qui baissent. Et ça favorise évidemment les valeurs qui sont les plus endettées, les valeurs de croissance et celles qui avaient d'une certaine manière souffert en octobre. Et maintenant, donc, il y a ce débat qui revient. Les marchés sont quand même plantés sur l'anticipation des baisses de taux sur 2023 qui n'auront finalement jamais eu lieu, bien au contraire. Maintenant, le débat, il est sur les baisses de taux en 2024, l'an prochain. Et c'est vrai que le débat fait assez rage entre les différents acteurs. On a Goldman Sachs qui parie sur une seule baisse, alors qu'on a pour UBS possiblement 11 baisses de taux. Donc on se dit qu'effectivement, tout le monde n'est pas d'accord. Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, si vous regardez, donc vous l'avez dit, là on a pris les extrêmes. Hein, vous avez dit Goldman Sachs parie sur une baisse de taux au dernier trimestre de l'année prochaine. Après, on a la Fed, si tant est qu'elle soit juste, eh bien parie dans les derniers nuages de points, les dot plots qui ont été publiés fin septembre sur deux baisses de taux l'année prochaine. Le consensus global aujourd'hui est sur 3 baisses de taux. Et puis, on a Morgan Stanley qui est sur 4 baisses de taux. Et évidemment, vous l'avez dit, UBS 11. Donc, on voit ici qu'il y a une différence totale dans les scénarios aujourd'hui sur les baisses de taux de l'année prochaine. Et il va falloir, bien évidemment, que l'un ou l'autre se mette en adéquation et que l'écart entre les 1 et les 11 serait puisque d'un côté, on a Goldman Sachs qui dit que notamment l'inflation va rester très élevée et continuer à rester élevée l'année prochaine, donc ce qui voudra dire qu'il faudra laisser les taux élevés. Et UBS parie, lui, sur une rentrée en récession des États-Unis lors du deuxième trimestre de l'année prochaine, ce qui poussera la Fed à commencer à baisser les taux en mars ou en avril, je ne sais pas quand est la deuxième réunion de l'année 2024. Le plus raisonnable, encore une fois, les dot plots, c'est intéressant parce que ça reste encore une fois les projections anonymes de ce que pensent les différents gouverneurs de la Fed. Penser à 2 ou 3 baisses de taux au milieu de 2024, c'est le scénario le plus central, le plus crédible, le plus attendu. Le scénario central, c'est la Fed commence à baisser ses taux en juin. Alors, c'est moi ce qui me dérange, et on en a déjà parlé, on sait que le consensus
est toujours faux, il a toujours été faux, et c'est le consensus qui est sur juin de l'année prochaine. Maintenant, ce qu'on peut voir et ce qui va faire avancer les estimations concernant les baisses de taux, c'est que on a vu cette dernière semaine, on a parlé avant, David, des statistiques économiques qui viennent de tomber et qui ont poussé à cet emballement, je dirais, et cet enthousiasme sur les baisses de taux et les marchés qui ont monté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ça veut dire que ces prochaines semaines, si on devait avoir des statistiques économiques avec un rebond, pourquoi pas, de l'inflation ou une baisse plus drastique de l'inflation. Vous avez vu notamment le prix du baril qui a des conséquences sur les effets secondaires, mais le prix du baril qui va encore plus bas qu'escompté, eh bien, ça peut amener l'inflation à baisser plus rapidement. Ou si on a d'autres chocs sur la nourriture, etc., ça peut monter plus rapidement. Donc, on verra qu'il va y avoir une adaptation qui va se faire. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, et on en a parlé en début d'année, le gros problème, c'est que les investisseurs n'ont plus du tout confiance dans les banquiers centraux. C'est-à-dire, ce que va vous dire la Fed, et la Fed l'a dit dans les dot plots, ce sera 2 baisses de taux l'année prochaine, bien, personne n'y croit. Même Goldman, qui est à 1, n'a rien à voir avec UBS, qui est à 11. Donc, on voit ici que c'est ce qu'on appelle la forward guidance, qui est un des outils pour amener les investisseurs à mieux anticiper les hausses ou les baisses de taux, ne fonctionne plus du tout dans la caisse à outils de la Fed. John, on parle beaucoup là, pour le coup de la Fed, et c'est le sujet aussi du jour, encore une fois, de voir s'il n'y a pas un scénario idéal qui est en train de se configurer pour la Fed. Question sur la BCE aussi, sur les anticipations de baisse de taux. Il y a aussi un gros débat qui fait rage chez les investisseurs pour savoir quand, combien de baisse de taux en 2024. Alors c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que ce matin, on vient d'avoir une statistique qui a été publiée de l'adaptation, je dirais, du consensus, qui parie maintenant sur 4 baisses de taux l'année prochaine. 4 baisses de taux, alors que je vous rappelle quand même que Christine Lagarde, la présidente de la BCE, eh bien, n'a toujours pas mentionné une baisse de taux pour l'année prochaine, puis il n'y a pas ces fameux dot plots qui nous donneraient plus d'indications. Donc aujourd'hui, si tel devait être le cas, eh bien, on serait dans une situation où on baisserait plus, de manière plus forte, plus importante, les taux en Europe, qui a pas monté autant les taux qu'aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que les taux baisseraient plus en Europe qu'aux États-Unis. Donc, si ça devait être le cas, eh bien, ce serait encore, selon moi, une erreur de politique monétaire et notamment qui aurait des conséquences sur pas mal de choses et notamment sur l'euro qui sous-performerait encore le dollar, par exemple. On a beaucoup critiqué John, la Fed, mais la Fed qui, pour l'instant, déroule son plan de marche, mais il y a ralentissement de l'inflation, il y a encore une fois ralentissement aussi tranquillement de l'économie, mais pas de crash, encore une fois en vol. Pour l'instant, c'est tout bon pour la Fed. Oui, tout à fait. Et puis, c'est ce qu'on appelle le bull Fed pivot. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le ça veut bull dire que, Fed pivot. Vous l'avez inventé là ou non ? Non, c'est un titre qu'on utilise beaucoup aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est que le bull Fed pivot ? C'est-à-dire que la Fed fait ce pivot, donc commence à baisser les taux, mais pas parce qu'elle est dans une situation catastrophique où elle est en récession dure, mais plutôt pour accompagner, entre guillemets, un soft landing avec une décroissance économique, ce qu'on a, ce qu'on va avoir au 4e trimestre et au 1er trimestre de l'année prochaine, et aussi une baisse de l'inflation. Et dans les cas historiques où ça s'est passé, donc ce fameux mot bizarre, le bull Fed pivot, les marchés ont quand même apprécié ce qui s'est passé. Mais le problème avec le bull Fed pivot, c'est qu'il est extrêmement difficile pour une banque centrale d'être en ligne avec un cycle inflationniste et un cycle économique. On l'a vu en 2022, on en a assez parlé, on l'a vu cette année. C'est très, très, très difficile d'être dans le bon timing parce que il y a des effets d'emballement, notamment sur l'inflation, sur l'emploi, etc. Donc, si ça devait être le cas, et aujourd'hui, d'une certaine manière, la Fed peut crier victoire, eh bien, ce serait un scénario extraordinaire pour les marchés, mais évidemment, ce scénario idéal, eh bien, c'est un peu un scénario de rêve qui se produit très, très rarement et je crains que pour l'année prochaine, on ait de mauvaises
surprise, en tout cas sur la variation de l'inflation ou de l'emploi, qui empêche la Fed d'être dans le bon timing. Juste avant de se quitter, on sent que ça commence à ralentir effectivement aux États-Unis, notamment sur les créations d'emplois. Quels sont les pans de l'économie qui ne commencent pas à plier, mais en tout cas à freiner? Écoutez, c'est très intéressant parce que on a tous ces derniers jours, on a eu plusieurs entreprises et notamment Walmart, c'est les grands magasins aux États-Unis. On a aussi Target et Macy's qui nous disent exactement la même chose. C'est que les gens ont commencé à acheter en avance avant Noël parce qu'il y avait des promotions, mais que ils commencent à sentir, et notamment dans les premières semaines, c'est le CEO de Walmart qui a dit ça hier, notamment dans les premières semaines d'octobre, eh bien, il voit un ralentissement qu'il n'avait pas eu les années précédentes. Donc, on voit à travers le message des entreprises et notamment de la grande consommation que c'est ce côté qui est en train de baisser. Il y a un autre secteur qui est aussi assez important et ça n'étonnera personne. Eh bien, vous avez le CEO de American Airlines qui a dit que les réservations pour le début de l'année prochaine, eh bien, commencent à ralentir. Ils ne sont pas dans le même rythme que cette année, ce qui est tout à fait logique. Mais on a vu que le secteur en bourse avait tangué. Donc, on est dans une situation où effectivement, de plus en plus d'industries, eh bien, nous disent clairement ce qu'on peut voir dans les statistiques économiques. Et c'est là que je trouve qui est important, c'est le message de ces dirigeants d'entreprise, plus que le message des statistiques qui parlent du passé d'une certaine manière. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bon week-end. Bon week-end, au revoir David.